Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de formation sur l'évaluation des risques en matière de biosécurité. Je m'appelle Stephen Roach et j'ai à mes côtés le Dr Dan Schock. Nous sommes en mars 2018 et nous allons vous expliquer ce qu'est exactement la biosécurité et comment nous voulons mener l'évaluation des risques en matière de biosécurité sur les fermes. Mais d'abord, je vais me présenter brièvement. Comme je l'ai dit, je m'appelle Stephen Roach et je travaille pour Acer Consulting, une firme de consultation en recherche que j'ai fondée. Nous collaborons avec les producteurs laitiers du Canada pour développer des ressources afin de former les médecins vétérinaires, les producteurs laitiers et d'autres spécialistes de l'industrie laitière canadienne sur ProAction et la manière dont ce programme sera déployé et mis en œuvre. Bonjour tout le monde, je suis le Dr Dan Schock. Je suis médecin vétérinaire bovin et également épidémiologiste et consultant chez Acer Consulting. Voici certains des objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Premièrement, nous voulons revenir sur ce qu'est ProAction et expliquer où s'inscrit le volet biosécurité dans ce programme national. Deuxièmement, nous discuterons de vos rôles et responsabilités ainsi que des attentes envers vous à titre de médecin vétérinaire et envers les autres membres de l'industrie qui jouent un rôle clé et qui ont une responsabilité importante à l'égard de la mise en œuvre et de la conformité de ProAction. Troisièmement, nous expliquerons l'intention derrière l'évaluation des risques en matière de biosécurité et la manière dont elle a été élaborée, puis nous vous donnerons quelques instructions et lignes directrices concernant la mise en œuvre à la ferme de l'évaluation des risques pour votre clientèle. Alors pour commencer, qu'est-ce que ProAction? ProAction est un programme national d'assurance de la qualité conçu pour l'industrie laitière canadienne et visant à rassurer la clientèle. Il est mené et développé par les producteurs laitiers du Canada en collaboration avec d'autres intervenants, tels des producteurs, des médecins vétérinaires ou d'autres chercheurs clés et spécialistes de l'industrie partout au pays. Ce programme est soutenu et administré en définitive par les provinces canadiennes. Son slogan ou l'un des éléments importants à retenir ici est qu'il s'agit d'un programme conçu par les producteurs pour les producteurs. C'est-à-dire que les producteurs ont eu leur mot à dire sur le contenu et l'élaboration du programme tout au long du processus et je crois que c'est important de le mentionner. À l'échelle nationale, ProAction comprend 6 volets. Le premier est la qualité du lait, suivi de la salubrité des aliments, puis viennent les 4 nouveaux volets pour l'industrie, soit le bien-être des animaux, la traçabilité, la biosécurité et l'environnement. Bien entendu, pour ce webinaire, nous nous concentrons sur le volet biosécurité. Maintenant, nous regarderons plus en détail ce que nous entendons par biosécurité. Comme nous le savons tous, il s'agit d'une série de pratiques qui visent concrètement à prévenir, réduire ou éliminer à la fois l'introduction et la propagation de maladies au sein des populations animales. Les maladies sont coûteuses en matière de temps et d'argent et nous savons tous qu'il vaut mieux prévenir que guérir, particulièrement en ce qui concerne les maladies animales. Ainsi, des mesures de biosécurité adéquates sont le gage d'un troupeau sain et productif. Pourquoi voulons-nous promouvoir la biosécurité? Pourquoi fait-elle partie de l'initiative ProAction? La promotion de la santé optimale des troupeaux permettra de réduire l'utilisation de médicaments. Nous savons tous qu'il s'agit d'un enjeu très important à aborder en raison du contexte en pleine évolution entourant la résistance aux antimicrobiens et l'utilisation de ces derniers. Ensuite, en ayant un programme de biosécurité robuste, nous pouvons, en tant que pays et industrie, faire face à la menace mondiale et à la réémergence de maladies infectieuses bovines. Par exemple, la fièvre afteuse et l'encéphalopathie spongiforme des bovins, et ainsi nous outiller pour faire preuve de résilience face à ces maladies. Échéancier. Nous savons tous que les volets qualité du lait et salubrité des aliments de ProAction sont déjà implantés. De plus, en septembre 2017, les volets bien-être des animaux et traçabilité ont également été mis en œuvre. Le volet biosécurité sur lequel nous nous concentrons ici sera pour sa part implanté en septembre 2019. Nous allons donc explorer à l'instant les exigences auxquelles les producteurs devront se conformer d'ici septembre 2019 en matière de biosécurité. Pour faire suite à ce qu'a dit Dan, dans le contexte de la mise en œuvre du volet biosécurité de ProAction et de l'attribution de notes aux producteurs à haut niveau,
Lorsqu'il est question de conformité, les volets de Proaction ont été déployés de manière progressive. Dan y a déjà fait allusion. Le plus important à savoir ici est que tous les producteurs doivent être en conformité aux dates mentionnées ci-dessus. En ce qui concerne la biosécurité, encore une fois, cette date est septembre 2019. Ainsi, les producteurs doivent être en conformité avec les exigences à la date de leur validation. Par exemple, si un agent de validation se présente à la ferme d'un producteur le 1er septembre 2019, ce dernier doit être en conformité avec les exigences en matière de biosécurité dès cette date et à perpétuité, tant et aussi longtemps que Proaction est déployé dans l'industrie. Parlons un peu de l'aspect validation. Chaque province aura des agents de validation qui visiteront chaque ferme pour évaluer le respect des exigences telles qu'elles sont précisées dans Proaction. La validation suivra l'échéancier existant qui a été mis en place dans certaines provinces, de sorte que chaque producteur recevra au moins une visite à la ferme tous les 2 ans. Maintenant, à l'échelle nationale, cet échéancier de validation se résume par une visite à la ferme une année, suivie d'une autodéclaration l'année suivante, pour laquelle le producteur fournit un document écrit affirmant qu'il est en conformité et qu'il a continué de respecter les exigences de Proaction. Dans certaines provinces et pour certains des volets, l'échéancier peut prévoir des validations à la ferme plus fréquentes. Donc, nous vous recommandons de communiquer avec votre coordonnateur provincial pour connaître tous les détails de l'échéancier de validation dans votre province. Nous vous rappelons que lors de la première validation à la ferme, qui aura lieu en septembre 2019 ou plus tard, les producteurs seront évalués sur les éléments suivants: la salubrité des aliments, le bien-être des animaux, la traçabilité et, bien entendu, la biosécurité. En ce qui concerne la notation des producteurs sur ces exigences, elle sera semblable à celle utilisée pour le système de salubrité des aliments qui est déjà établi au Canada, c'est-à-dire par les mentions « conforme » ou « non conforme ». Pour la classification non conforme, il faut porter attention à 2 importantes catégories. La première est une exigence d'application obligatoire qui, lorsqu'elle s'avère non conforme, est classée majeure ou mineure. Ceci est relatif aux exigences d'application obligatoire et le classement dépend de la gravité ou de l'ampleur de la non-conformité, telle que déterminée par l'agent de validation lorsqu'il procède à la validation sur la ferme. L'autre forme de non-conformité, lorsqu'il est question de notation, concerne les démérites. Des démérites sont donnés lorsqu'un élément non obligatoire du programme est non conforme. Ces démérites vont de 1 à 5, 5 étant le nombre de démérites indiquant une non-conformité plus grave pour ce producteur ou pour cette exigence particulière. Maintenant, parlons un peu des rôles et responsabilités de chacun dans le cadre de Proaction, car je crois qu'il est important de les expliquer clairement pour vous, les médecins vétérinaires. Les producteurs laitiers du Canada ont le mandat d'administrer Proaction à l'échelle nationale. Quant aux producteurs, leur travail comprend 3 aspects. Tout d'abord, ils doivent comprendre et respecter les exigences de Proaction. Ensuite, ils doivent procéder à l'évaluation des risques en matière de biosécurité tous les 2 ans, conjointement avec vous, le médecin vétérinaire de leur troupeau. Finalement, les producteurs doivent être responsables et démontrer une amélioration continue, comme le définit le programme. En tant que médecin vétérinaire, vous avez également un rôle à jouer et des responsabilités. Premièrement, vous devez avoir une bonne connaissance du programme afin d'être en mesure de bien guider vos clients à la ferme lorsque vous offrez vos services professionnels. Deuxièmement, vous devez procéder à l'évaluation des risques en matière de biosécurité à la ferme avec vos clients. Troisièmement, vous devez collaborer efficacement avec eux pour réduire, éliminer et ou gérer les risques en matière de biosécurité. Finalement, les rôles et responsabilités des agents de validation à la ferme sont les suivants. Tout d'abord, ils doivent être formés rigoureusement et évalués régulièrement par les producteurs laitiers du Canada afin d'assurer l'uniformité de la notation. Ensuite, ils doivent effectuer les évaluations à la ferme pour confirmer la conformité des producteurs aux exigences de Proaction.
En conclusion, j'aimerais expliquer pourquoi nous travaillons avec les médecins vétérinaires partout au pays et pourquoi vous êtes si important dans ce processus. D'abord, lorsqu'il est question de biosécurité, bien sûr, les médecins vétérinaires sont des experts en matière de santé animale et de transmission de maladies à la ferme. Vous disposez des connaissances et de l'expertise nécessaires pour aborder ces enjeux de façon concrète et vous connaissez le contexte. Vous comprenez l'environnement précis dans lequel cette discussion doit avoir lieu et vous êtes en mesure d'élaborer vos recommandations et d'adapter la discussion à chaque producteur et à chaque situation. Aussi, j'aime le rôle que jouent les médecins vétérinaires dans ce processus car il en est un d'évolution auprès des animaux destinés à l'alimentation. En effet, il ne s'agit pas simplement d'enlever des vaches ou de gérer les urgences lorsqu'elles surviennent, mais plutôt d'agir à titre de consultant à la ferme. Cela vous permet également d'être au courant des changements dans l'industrie parce que Proaction aura certainement des répercussions monumentales sur l'industrie laitière canadienne. Je crois donc qu'il s'agit d'une belle occasion pour vous, en tant que médecin vétérinaire, de renforcer votre relation avec vos clients. Encore une fois, il s'agit de les aider, de les former et de les accompagner dans ce processus et je crois que c'est un très beau rôle pour les médecins vétérinaires canadiens. Très bien. Pour la prochaine section de ce webinaire, je vais passer en revue chacune des exigences du volet biosécurité. Pour commencer, chaque producteur doit avoir effectué une évaluation des risques en matière de biosécurité avec son médecin vétérinaire afin de cibler et d'aborder les risques en matière de biosécurité à la ferme. Encore une fois, à titre de rappel, il s'agit d'une exigence majeure-mineure. L'évaluation doit être complétée tous les 2 ans avec un médecin vétérinaire. Il est également important de mentionner que les agents de validation n'évaluent pas la note des évaluations des risques. Ils valident plutôt le fait que cette évaluation a été effectuée, qu'elle est signée et datée et si des recommandations ont été émises pour améliorer la biosécurité à la ferme. La deuxième exigence en matière de biosécurité demande aux producteurs de consigner dans un registre les épisodes de maladie. Cette exigence est associée à des démérites. Chez les vaches, 6 conditions doivent être consignées à la ferme. Il s'agit des avortements, des épisodes de boiterie, des mammites, de la diarrhée, de la pneumonie et des décès. Chez les veaux, 3 conditions doivent être consignées dans un registre: la diarrhée, la pneumonie et le décès. Au minimum, ces registres doivent indiquer l'épisode de maladie, l'identification de l'animal et la date d'apparition de la maladie. Les agents de validation ont la responsabilité de consulter les registres afin de s'assurer qu'ils sont complets. En cas de non-conformité, les agents détermineront un nombre de démérites de 1 à 5 selon le degré d'exhaustivité du registre. En tant qu'experts de la santé animale, les médecins vétérinaires sont bien placés pour promouvoir la consignation des épisodes de maladie. Si nous incitons les producteurs à consigner les maladies, nous devons faire quelque chose avec les données, c'est-à-dire créer des plans d'action pour promouvoir l'amélioration de la santé animale. Il s'agit d'une excellente occasion d'apporter une valeur ajoutée à vos clients, car nous savons tous que si nous ne mesurons pas l'ampleur des épisodes de maladie, nous ne pouvons pas les gérer, n'ayant pas de contrôle sur celles-ci. Et donc, nous ne pouvons pas améliorer la situation. Voilà le but ultime de Proaction: améliorer la santé animale sur les fermes laitières. À titre d'information, les définitions de maladies que nous verrons aujourd'hui ne sont pas des définitions de cas précis présentées dans Proaction. Ce sont des définitions recommandées par l'industrie ou par des médecins vétérinaires. Elles servent de ligne directrice lorsque vous travaillez avec les producteurs pour vous permettre de cibler les maladies qui devraient être consignées. Nous voulons nous assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Passons en revue les maladies spécifiques. La définition couramment reconnue de l'avortement est l'expulsion du fœtus entre 42 jours et 260 jours de gestation. En ce qui concerne la mammite, nous tenons à nous assurer que les producteurs soient au courant des signes cliniques à déceler. Changement dans le lait, uniformité de la couleur, présence de caillots, changement possible des trayons, donc les signes cardinaux de l'inflammation, rougeur, chaleur, douleur ou enflure peuvent être présents également.
De plus, il pourrait y avoir des signes systémiques de maladie: fièvre, anorexie, léthargie, déshydratation. La prochaine définition de cas que nous allons voir est celle de la boiterie. Nos définitions sont fondées sur les évaluations du bien-être des animaux, selon lesquelles les producteurs sont présentement évalués. La manière d'analyser les choses dépendra du type de logement, c'est-à-dire en stabulation entravée ou en stabulation libre. Dans le cas d'un animal se trouvant dans un étable de stabulation entravée, nous définissons la boiterie par la présence d'au moins 2 des 4 comportements suivants: transfert de poids répété, poids inégal, position debout au bord de la stalle et mouvement inégal. En stabulation libre, il peut y avoir présence ou absence de boiterie. 7 indicateurs peuvent signaler la présence de boiterie, tels que la réticence à mettre du poids sur une patte, des foulées asymétriques, un schéma irrégulier des traces, des mouvements de tête saccadés, une raideur des articulations, le mouvement latéral des pattes arrière et le dos arqué. Ces différents comportements des vaches peuvent nous aider à déterminer si celles-ci sont boiteuses. La prochaine définition est celle de la diarrhée et elle s'applique tant aux bovins matures qu'aux veaux. Diarrhée: diminution de la viscosité du fumier qui devient plus liquide. Le volume et la fréquence des défécations sont souvent accrus. Il peut y avoir ou non présence de sang ou de fibres dans le fumier, ainsi que de la déshydratation chez la vache ou le veau. Lorsque l'on classifie la pneumonie, nous cherchons la présence de signes et nous essayons d'enseigner aux producteurs à détecter la manifestation d'accélération de la fréquence respiratoire, de dyspnée ou d'effort accru à la respiration, la présence d'écoulement nasal séreux ou mucopurulent et les sons rauques issus des poumons. Il peut y avoir ou non présence de fièvre. Cette section vise à entamer la conversation et à s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde lorsqu'il est temps de consigner les épisodes de maladie à la ferme. La troisième exigence en matière de biosécurité est la suivante. En collaboration avec un médecin vétérinaire, avez-vous établi et mis en œuvre une procédure normalisée, PN, de vaccination contre des maladies précises? Il s'agit d'une exigence majeure, mineure, qui comprend un seul élément obligatoire. Cette exigence consiste ultimement à documenter les produits utilisés, les groupes d'animaux visés et tout autre renseignement nécessaire au programme de vaccination. Il est important de savoir que l'on recommande aux producteurs de consulter leur médecin vétérinaire pour établir un programme de vaccination en fonction de leur plan de gestion de la santé des bovins pour leurs troupeaux. Vous pouvez voir dans la formulation de cette exigence et dans celle de plusieurs autres que nous verrons par la suite que l'on favorise la collaboration entre le producteur et le médecin vétérinaire pour établir les procédures adéquates en matière de biosécurité afin de gérer la santé des animaux. Concernant cette exigence, je tiens également à mentionner que ProAction n'exige pas des producteurs que leurs animaux soient vaccinés. Tous les producteurs doivent absolument avoir une PN. Ils ne sont pas dans l'obligation de faire vacciner leurs troupeaux. Toutefois, lorsqu'ils complètent la PN, ils doivent indiquer qu'ils ne procèdent pas à la vaccination si tel est leur choix. Les agents de validation évalueront cette PN de vaccination et s'attendront à voir les renseignements relatifs à la vaccination ou une indication selon laquelle la vaccination n'est pas pratiquée sur la ferme. Maintenant, la quatrième exigence, laquelle est plutôt longue. Voici ce qu'elle dit. En collaboration avec un médecin vétérinaire, avez-vous établi et mis en œuvre une PN pour prévenir l'introduction des maladies infectieuses lors de la réception de nouveaux bovins dans vos installations, précisément lorsqu'ils proviennent de d'autres troupeaux? Il s'agit d'une exigence majeure-mineure et elle comporte 6 éléments obligatoires pour la PN. À nouveau, il s'agit d'un élément exigé et les agents de validation évalueront la présence de chacun des 6 éléments requis dans la PN. J'aimerais mentionner 2 choses ici. La première est qu'il y aura probablement un assistant ou un outil offert aux producteurs pour les aider à créer leur PN, et la deuxième est que bien qu'il y ait un minimum de 6 éléments requis, nous aimerions voir beaucoup plus de choses dans ces PN. Voilà donc pour vous l'opportunité de poser la question suivante. Qu'est-ce qui convient le mieux à cette ferme? Les 6 éléments obligatoires qui doivent être inclus dans la PN sont les suivants.
Premièrement, le producteur doit demander les renseignements sur tous les bovins avant de les acheter et de les transporter, et ces renseignements doivent faire référence à la vaccination, au traitement reçu, au protocole de traitement des pieds et aux différentes dates relatives à ces renseignements. Deuxièmement, le producteur doit établir une zone adéquate pour les animaux à intégrer en fonction de la situation du troupeau. Troisièmement, il doit observer et examiner les nouveaux animaux fréquemment, c'est-à-dire au moins quotidiennement. Quatrièmement, le producteur doit désigner et former le personnel qui sera responsable des bovins conformément au protocole de surveillance établi pour la ferme. Cinquièmement, il doit prendre des mesures pour aborder toute anomalie décelée durant cette période. Et sixièmement, il doit prendre les mesures nécessaires relativement aux animaux à intégrer avant leur arrivée dans le troupeau résident. Il pourrait ici s'agir de confirmer une grossesse ou l'état reproducteur, le parage des onglons, la vaccination, les tests ou tout autre détail pertinent concernant les plans d'action que vous avez établis. Maintenant, la cinquième exigence en matière de biosécurité est quelque peu similaire à la précédente. En collaboration avec un médecin vétérinaire, avez-vous établi et mis en œuvre une PN pour prévenir l'introduction de maladies infectieuses lors du retour dans vos installations d'animaux provenant d'autres troupeaux, d'expositions ou de tout autre endroit hors de la ferme? Il s'agit d'une exigence majeure-mineure qui comprend 5 éléments obligatoires. Je vais m'arrêter ici un moment et vous expliquer qu'il peut y avoir des différences importantes dans la manière dont les producteurs gèrent les bovins qui reviennent à la ferme comparativement aux bovins achetés qui sont nouvellement introduits au troupeau. Lors d'une discussion tenue à l'échelle nationale, les producteurs ainsi que les médecins vétérinaires et d'autres membres du comité de développement ont insisté sur l'importance de distinguer les différences entre ces deux protocoles. C'est pour cette raison que vous voyez des exigences similaires, mais tout de même différentes concernant la réception de nouveaux bovins à la ferme par rapport à la réintroduction de bovins. Ici, nous parlons des bovins qui reviennent à la ferme. Les agents de validation évalueront la présence de chacun des 5 éléments requis dans la PN. Ces éléments sont les suivants. 1. Désigner une zone appropriée à la situation du troupeau lors de la réception de nouveaux bovins ou du retour de bovins. 2. Observer et examiner les nouveaux bovins fréquemment, encore une fois, cela signifie au moins quotidiennement. 3. Désigner et former le personnel qui sera responsable des bovins conformément au protocole de surveillance établi pour la ferme. 4. Prendre des mesures relativement à toute anomalie. Et 5, de manière similaire à l'exigence précédente, prendre les mesures nécessaires relativement aux nouveaux bovins avant leur arrivée dans le troupeau résident. Encore une fois, il pourra s'agir de confirmer une grossesse, le parage des onglons, la vaccination, etc. La prochaine exigence en matière de biosécurité, la 6e, concerne les personnes qui viennent à la ferme et en repartent, que ce soit la famille, les employés, des visiteurs ou des fournisseurs de services. Il est important de comprendre que ces personnes peuvent être des vecteurs pour la transmission de maladies à la ferme et que nous devons donc avoir des protocoles en place et des procédures normalisées pour gérer et limiter les risques. Il s'agit encore une fois d'une exigence majeure-mineure. Cet élément est obligatoire et les agents de validation évalueront 4 éléments qui doivent être présents dans la procédure normalisée. Quels sont ces éléments? Premièrement, une liste des mesures de biosécurité doit être établie et ces mesures doivent être respectées tant par les visiteurs que par le personnel de service en fonction du niveau de risque associé à chaque visiteur. Par exemple, les médecins vétérinaires étant en contact avec des animaux malades quotidiennement présenteraient un niveau de risque plus élevé que des membres de la famille qui ne sont peut-être pas en contact avec autant d'animaux malades et chez qui le risque est plus faible puisqu'ils vivent habituellement sur la ferme en question. Deuxièmement, tous les visiteurs et le personnel de service doivent porter des couvre-chaussures propres. Cela signifie d'enfiler des bottes lavées et désinfectées ou des bottes jetables avant d'entrer dans la zone de production. Il faut donc désigner une zone pour se débarrasser des survêtements, des bottes et des gants souillés après la visite à la ferme.
Les producteurs doivent également fournir et entretenir des stations de lavage pour les mains et les bottes qui peuvent être utilisées avant d'entrer dans une unité de production. Passons maintenant à la 7e exigence en matière de biosécurité. Les producteurs doivent installer des affiches de consignes aux principaux points d'accès et celles-ci doivent être visibles du stationnement principal. Il s'agit d'une exigence majeure-mineure du volet biosécurité. Pour récapituler, il y a 7 exigences dans le volet biosécurité de Proaction. La première exigence requiert qu'une évaluation des risques en matière de biosécurité à la ferme soit effectuée tous les 2 ans. La deuxième exigence oblige les producteurs à consigner les épisodes de maladie qui surviennent dans leur ferme. La troisième exigence concerne la procédure normalisée de vaccination. La quatrième exigence concerne les lignes directrices sur la réception des bovins et exige une PN. La 5e exigence requiert une PN relative aux bovins qui reviennent à la ferme de résidence après un séjour à l'extérieur. La 6e exigence concerne les PN de biosécurité pour la famille, les employés de la ferme et les visiteurs. Et la 7e exigence concerne l'affichage de consignes visibles avant l'entrée dans l'unité de production. Dans la prochaine section, Steven et moi allons vous expliquer comment mener une évaluation des risques en matière de biosécurité à la ferme. L'outil d'évaluation des risques est fondé sur la norme nationale de biosécurité pour les fermes laitières, élaborée conjointement avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, et les producteurs laitiers du Canada, PLC, en 2012 pour mettre en lumière les domaines de risques clés sur les fermes laitières canadiennes. Elle fournit le cadre d'action sur lequel se base le volet biosécurité de Proaction. Nous vous présenterons les 4 domaines clés de l'outil d'évaluation des risques en matière de biosécurité. Le premier est la gestion de la santé des animaux. Le deuxième porte sur la réception et le déplacement d'animaux. Le troisième est la gestion des installations et l'assainissement. Et le quatrième porte sur le personnel de service, les visiteurs, les véhicules et l'équipement. Nous évaluons les risques dans ces 4 domaines clés de la ferme laitière. Lorsqu'on effectue une évaluation des risques en matière de biosécurité, il faut garder à l'esprit les éléments suivants. Celle-ci doit être menée tous les 2 ans et signée et datée par le médecin vétérinaire. Il doit y avoir au moins une recommandation de changement quant à la gestion pour améliorer la biosécurité et nous recommandons que ces changements soient réalistes et qu'ils puissent être mis en œuvre par le producteur. L'objectif principal de cette évaluation des risques est de générer une discussion ciblée entre le médecin vétérinaire et le producteur sur la manière de réduire, d'éliminer ou de gérer les risques identifiés à la ferme. Voici quelques commentaires additionnels sur la manière de mener l'évaluation des risques en matière de biosécurité. Elle est conçue pour être menée à la ferme, précisément pour les domaines de risques clés énumérés dans l'outil d'évaluation des risques. L'ordre suggéré est fondé sur le risque de maladie et la susceptibilité. Nous recommandons de commencer avec les veaux pour ensuite passer aux troupeaux laitiers et finir avec les animaux malades. Nous voulons que les producteurs donnent une estimation honnête de la fréquence associée à chaque pratique. Est-ce que ce producteur applique toujours cette pratique? Plus de 95% du temps, presque toujours, soit de 70 à 90% du temps. Parfois, c'est-à-dire de 1% à 69% du temps, ou jamais, pas du tout, soit 0% du temps. La première section de l'évaluation des risques porte sur la gestion de la santé des bovins. Les 3 premières questions se concentrent sur le contact entre les animaux plus susceptibles de contracter des maladies et les autres animaux. Plus particulièrement, les veaux non sevrés sont-ils en contact avec les bovins plus âgés? Les veaux sevrés sont-ils en contact avec les animaux en lactation? Les vaches taries sont-elles en contact avec les animaux en lactation? Ces questions servent à évaluer les risques que des animaux susceptibles de contracter des maladies soient en contact avec d'autres animaux qui pourraient leur transmettre des maladies. Les 3 prochaines questions portent sur le premier jour de vie du veau. Comment le producteur gère-t-il le veau durant son premier jour de vie? Le producteur empêche-t-il les veaux de téter au pied de leur mère?
Nous savons tous qu'il s'agit d'un facteur de risque de transmission de plusieurs pathogènes diarrhéiques, dont la paratuberculose, le rotavirus, le coronavirus et la cryptosporidiose. La mère et son veau sont-ils séparés dans les 30 minutes suivant la naissance? Le veau nouveau-né reçoit-il au moins 4 litres de colostrum ou, dans le cas des Jersey, 2 litres de colostrum dans les 12 premières heures suivant sa naissance? On recommande de donner le premier repas au maximum 6 heures après la naissance. Les 3 prochaines questions se concentrent sur le risque de maladie lorsqu'on nourrit les veaux laitiers non sevrés. Est-ce que ce producteur donne aux veaux du lait ne pouvant être vendu, donc du lait anormal ou contenant des résidus de médicaments? Cela pourrait représenter un risque de transmission de maladie car des pathogènes de mammites ou des résidus de médicaments pourraient se retrouver dans le lait. Est-ce que ce producteur pasteurise le lait ne pouvant être vendu avant de le donner aux veaux? Cette méthode permet de réduire le risque de transmission de maladie car elle réduit la charge pathogène dans ce lait. Il faut également garder à l'esprit les priorités en matière de prévention des maladies à la ferme. Les veaux sont-ils logés de manière à minimiser les risques de maladie? On pense à des éléments comme la ventilation, la litière, l'hygiène, l'espace de logement, etc. Le producteur emploie-t-il d'excellentes stratégies de gestion pour prévenir la transmission de maladies dans ses logements pour veaux non sevrés? Les 2 prochaines questions se concentrent sur l'immunité des vaches, ce qui nous ramène à la procédure normalisée de vaccination. Est-ce que le producteur suit un programme de vaccination révisé par un médecin vétérinaire pour des maladies particulières? Il s'agit d'une question à laquelle on répond simplement par oui ou par non. Si la réponse est oui, pour quelle maladie ce producteur procède-t-il à une vaccination? Les 2 prochaines questions portent sur la consignation des maladies, les procédures normalisées ou protocoles de traitement en cas de maladie et les manières de gérer les animaux qui contractent une maladie à la ferme. Ce producteur a-t-il une procédure normalisée écrite pour gérer les cas cliniques de maladies infectieuses sur sa ferme? Poursuivons avec la gestion de la santé des bovins. Voici la prochaine question. Les bovins malades ou infectés sont-ils pris en charge après ceux qui sont en bonne santé? Comme nous le savons, il s'agit ici de gérer les risques et la susceptibilité sur la ferme en regard aux classes d'animaux alors que nous parcourons l'étable. Ensuite, maintenez-vous des registres de santé incluant le registre des maladies des animaux individuels? Cela fait référence à l'exigence faisant partie de l'une des principales exigences de Proaction. Consigner les épisodes de maladie pour, au minimum, un certain nombre de maladies. Cela permet de réitérer l'importance de consigner les maladies et également de recueillir des renseignements sur d'autres épisodes de maladie ou conditions qui surviennent. Passons à la question suivante. Consultez-vous les registres de santé pour surveiller l'occurrence des maladies infectieuses dans votre troupeau? Comme Dan l'a mentionné plus tôt, la consignation des épisodes n'est pertinente que si vous référez à cette information par la suite. En effet, c'est une excellente occasion de cibler des tendances ou des points de référence et il serait prudent et certainement utile de faire bon usage de ces données. Ensuite, votre médecin vétérinaire procède-t-il à une nécropsie des bovins qui meurent de causes inconnues? Cette procédure est sans contredit l'opportunité d'identifier les enjeux émergents sur la ferme et également d'identifier une maladie le plus rapidement possible, permettant ainsi de la contrôler, particulièrement s'il s'agit d'une maladie infectieuse. Passons maintenant à l'extérieur de l'étable. Est-ce que du fumier est épandu sur des champs qui serviront au pâturage ou seront récoltés de la nourriture pour les veaux au cours de la même saison? Il s'agit d'un facteur de risque important pour la paratuberculose, car nous savons que les bactérimiques peuvent survivre plus de 12 mois à la lumière du soleil dans les champs sur lesquels du fumier infecté a été épandu. Maintenant, la dernière question. Suivez-vous un programme de contrôle parasitaire révisé par un médecin vétérinaire? Encore une fois, nous comprenons tous l'importance de fournir et de suivre un programme de contrôle parasitaire. Il est important de noter ici que la portée a changé et qu'il s'agit d'une interrogation totale, c'est-à-dire que l'on doit répondre par oui ou non. C'est une dichotomie pour le producteur.
Qu'avez-vous recommandé et le producteur suit-il un programme précis fondé sur ces recommandations? Passons maintenant à la section 2 où nous parlons de réception et déplacement de bovins. Encore une fois, on peut faire un lien avec certaines des exigences d'application obligatoires que les producteurs doivent respecter dans le cadre du volet biosécurité. D'abord, y a-t-il eu introduction de nouveaux bovins dans votre troupeau depuis la dernière évaluation des risques ou dans les 2 dernières années si aucune évaluation des risques n'a été effectuée auparavant? Il s'agit d'une interrogation totale. La réponse doit être oui ou non. Nous savons tous que l'arrivée de nouveaux bovins dans un troupeau ouvert est un facteur de risque important pour l'introduction de nouvelles maladies. Si la réponse à l'énoncé précédent est oui, alors il faut poser 4 autres questions. La première est la suivante. Insistez-vous pour recevoir les registres de santé avant la réception de nouveaux bovins dans votre troupeau? Puis, elle est suivie de insistez-vous pour que ces bovins soient vaccinés, isolés et testés pour dépister certaines maladies préoccupantes? On entre ici dans les détails pour cibler les domaines de risque associés aux nouveaux animaux qui arriveront et pour s'assurer que le troupeau d'origine ne sera pas affecté. C'est encore une occasion de revenir sur les exigences dans la PN qui doit être élaborée dans le cadre du volet biosécurité. Maintenant, nous avons une question dichotomique. Depuis la dernière évaluation des risques ou au cours des 2 dernières années, des animaux sont-ils retournés dans votre établissement après avoir été en contact avec d'autres bovins, par exemple lors d'expositions, de foires, d'un séjour en pension ou autre? Si oui, isolez-vous ces animaux avant de les introduire dans le troupeau? Encore une fois, un peu comme l'exigence précisant qu'il faut avoir une PN pour les animaux qui retournent dans le troupeau, il s'agit de déterminer et de détailler par écrit comment vous gérez les domaines de risque. Ensuite, isolez-vous les bovins malades des autres animaux du troupeau? Nous savons pertinemment que c'est une voie de transmission importante et nous voulons savoir si l'isolement est pratiqué de la manière la plus efficace possible pour préserver l'état de santé des animaux sains. La section 3 de l'évaluation des risques à la ferme concerne la gestion des installations et l'assainissement, donc les facteurs de risque qui pourraient être associés à l'assainissement des installations. Les 2 premières questions portent sur l'hygiène de l'environnement et concernent des pratiques associées à l'hygiène des pies ou des jambes et qui ont une influence sur ces derniers. Voici ces questions. Les allées sont-elles grattées et rincées assez souvent pour prévenir l'accumulation de fumier sur les jambes et les pieds des vaches? Les logettes des vaches sont-elles nettoyées assez souvent pour prévenir la contamination des pies par le fumier? Les 2 prochaines questions portent sur le logement des animaux malades. Il s'agit de briser le cycle de transmission de la maladie. Lorsqu'un animal malade est logé dans un enclos, le producteur désinfecte-t-il cet enclos après son utilisation? Y a-t-il une aire désignée pour les animaux malades? Comme Steven y a fait allusion tout à l'heure, ces animaux risquent de transmettre des pathogènes aux animaux plus susceptibles de contracter des maladies. Donc, nous voulons vraiment nous assurer qu'ils soient isolés sur la ferme. Les 2 questions suivantes se concentrent sur la gestion des enclos de vêlage. Comme nous le savons tous, les vaches en période de transition sont plus susceptibles de contracter des maladies infectieuses car elles sont immunodéficientes. Est-ce que ce producteur nettoie et désinfecte l'enclos de vêlage après chaque utilisation? Dans le cas où il nettoie et ne désinfecte pas l'enclos, est-ce qu'il enlève la litière souillée et mouillée et ajoute de la nouvelle litière entre les utilisations? L'intention principale ici est de briser le cycle de transmission de maladies entre les animaux en prévenant l'accumulation d'agents pathogènes. Dans la prochaine section, nous constaterons que le résultat de l'examen des vaches est un bon indicateur de l'état de la situation. Dans quelle mesure le producteur réussit-il à maintenir ou à améliorer l'hygiène dans la zone de vêlage? Lorsque vous regardez les pieds, les flancs, le bas des jambes, sont-ils exempts de fumier chez les vaches qui se retrouvent dans la zone de vêlage? Cet élément nous en dit long sur la manière dont les vaches taries sont logées. Est-ce que le producteur réussit à gérer le logement de manière à minimiser l'accumulation de fumier?
Nous savons que l'accumulation de fumier sur les pies peut être un facteur de risque non seulement de mammites, mais également de transmission de maladies aux veaux s'ils têtent aux pies avant d'être isolés. La prochaine question se concentre sur les vecteurs passifs de transmission de maladies. Est-ce que le producteur nettoie, après chaque utilisation, le matériel médical utilisé pour les animaux à la ferme, par exemple les lance-capsules, les écorneurs, les couteaux à sabots et les sondes gastriques? Nous savons tous que ces instruments sont plus souvent utilisés sur des animaux malades. Il est donc encore plus important de s'assurer qu'ils sont adéquatement aseptisés entre chaque utilisation pour tenter encore une fois de briser le cycle de transmission de maladies entre les animaux infectés et les animaux susceptibles de contracter des maladies. La prochaine question tend à déterminer si le même matériel est utilisé pour nettoyer l'environnement et pour nourrir les animaux. En effet, beaucoup de maladies chez les bovins adultes et immatures se transmettent par voie féco-orale. Si un producteur utilise le même matériel pour les deux tâches, il s'agit là d'un facteur de risque important pour la transmission de maladies à la ferme. La question suivante porte sur l'utilisation de gants vétérinaires pour procéder à l'insémination des animaux. Nous savons qu'il a été suggéré que l'utilisation des mêmes gants vétérinaires entre les animaux est un facteur de risque de transmission du virus de la leucose bovine. À cet effet, il est important que les médecins vétérinaires donnent l'exemple et n'aient pas recours à cette pratique. La prochaine question porte sur le moment où le producteur vaccine ou traite un animal ou collecte un échantillon de sang de l'animal. Est-ce qu'une nouvelle aiguille est utilisée pour chaque animal? Cette pratique est importante, particulièrement pour réduire la transmission d'infections véhiculées par le sang, comme le virus de la leucose bovine. De plus, des aiguilles non émoussées minimisent le stress imposé à l'animal et réduisent les risques qu'elle se brise lorsqu'elle est insérée dans l'animal. La question suivante porte sur la question des animaux morts à la ferme. Ils sont des sources potentielles d'infection. Ces animaux peuvent être morts d'une maladie infectieuse. Donc, nous voulons encourager les producteurs à disposer de ces animaux de manière à ce qu'ils soient inaccessibles aux animaux qui pourraient agir comme vecteurs de cette maladie, par exemple les chats, les oiseaux, les rongeurs. En effet, leur accès à ces animaux morts pourrait être un facteur de risque de transmission de maladies infectieuses à la ferme. C'est pourquoi nous voulons isoler ces carcasses. La prochaine section cherche à déterminer si le producteur empêche ou non les animaux d'avoir des contacts le long d'une clôture. Nous savons que chaque ferme fait face à des défis différents en matière de maladies, c'est-à-dire à différentes souches pathogènes. Nous savons aussi que les rapprochements le long d'une clôture pourraient favoriser les contacts museau à museau et la transmission d'agents pathogènes en aérosol. De plus, les vecteurs passifs courants pourraient agir comme vecteurs de transmission de maladies. Nous voulons minimiser le contact avec les animaux des autres fermes. La prochaine question porte sur l'entreposage des aliments des animaux. Encore une fois, il s'agit d'éviter la contamination des aliments par les autres bovins, les chiens, les chats, les oiseaux et les rongeurs qui pourraient agir comme vecteurs pour la transmission de maladies. Il s'agit à nouveau d'essayer de briser le cycle de transmission de maladies et d'isoler les aliments qui pourraient être porteurs de maladies. La dernière section de l'évaluation des risques en matière de biosécurité est la section 4, qui porte sur le personnel de service, les visiteurs, les véhicules et l'équipement. Voici la première question. Exigez-vous de tous vos employés, visiteurs et membres du personnel de service à la ferme qu'ils portent des survêtements ou des boîtes propres ou jetables sur votre ferme? Les médecins vétérinaires ont encore une fois l'occasion de donner l'exemple en lavant et en apportant du nouveau matériel et des survêtements neufs à la ferme et en s'assurant que les autres membres de la ferme font la même chose pour briser le cycle de transmission de maladies et prévenir la transmission de pathogènes. Ensuite, avez-vous installé des affiches bien visibles à la ferme indiquant à tous les visiteurs où se présenter et qui contacter à leur arrivée, de même que les zones d'accès restreint? Il s'agit d'une interrogation totale, c'est-à-dire que l'on doit répondre oui ou non et il devrait être facile d'y répondre puisqu'il s'agit d'une exigence particulière du volet biosécurité. Toutefois, des consignes plus détaillées devraient être indiquées sur la fiche puisque l'exigence est plus générale.
C'est une bonne occasion de démontrer la pertinence d'installer une affiche indiquant clairement pourquoi cet aspect est important et où ces personnes devraient se présenter. Avez-vous une PN pour les visiteurs provenant de l'extérieur du pays concernant les chaussures et les vêtements? Il s'agit, bien entendu, de reconnaître le risque particulier que les visiteurs internationaux représentent lorsqu'ils visitent une ferme. Ceux-ci pouvant provenir d'un pays confronté à de nouveaux problèmes relatifs aux maladies pourraient apporter de nouveaux problèmes liés aux maladies sur nos fermes. Ensuite, maintenez-vous un registre des visiteurs. Encore une fois, un peu comme pour l'affiche, il s'agit d'une belle occasion de promouvoir une biosécurité efficace et de recueillir des renseignements. Si un problème survient, le producteur pourra consulter le registre, ce qui lui permettra de connaître le moment de l'éclosion du problème et ainsi cibler toutes les personnes susceptibles d'avoir été exposées au risque. C'est ainsi que se terminent les questions propres à l'évaluation des risques en matière de biosécurité. Cette évaluation mènera à une conversation avec votre client lors de laquelle vous émettrez certaines recommandations pour améliorer la biosécurité à la ferme et, ultimement, réduire les risques. Nous vous recommandons d'examiner les notes de chaque section avec votre client et de cibler les domaines qui représentent les risques les plus élevés. Mettez en lumière les domaines préoccupants et discutez-en avec votre client. Puis, fournissez au moins une priorité liée à une bonne pratique de gestion ou une recommandation pour améliorer la biosécurité à la ferme. Vos recommandations devraient idéalement être de type SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et temporelles. Elles doivent être explicites et documentées. Outre les notes individuelles, le volet le plus important de cette évaluation des risques relève de la conversation avec le producteur. Communiquez l'importance de poser ces actions malgré toutes les autres priorités que vos clients auront concernant la gestion de la ferme. Ultimement, notre objectif est de réduire l'introduction et la propagation de maladies infectieuses à la ferme, tout simplement. Sur ce, Dan et moi aimerions vous remercier et nous vous invitons à consulter le site web suivant producteurlaitier.ca/proaction. Vous pourrez y trouver et télécharger d'autres ressources utiles développées par les producteurs laitiers du Canada et leurs autres partenaires qui continuent d'ailleurs à en développer. Nous vous invitons également à communiquer avec vos coordonnateurs provinciaux si vous avez des questions sur la manière dont Proaction et le volet biosécurité sont déployés dans votre province. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel. Soyez assurés que si nous ne pouvons répondre à vos questions, nous trouverons quelqu'un en mesure de le faire. Merci beaucoup de votre attention et bonne chance.